Ok. Alors, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour ce premier numéro de Discutalier portant sur la pertinence ou non du recours aux actions directes offensives dans la lutte antispéciste et dans le contexte actuel. Nous sommes en compagnie de Rodolphe Modeste et de Lucie. Bonjour à toutes les deux. Lucie, tu es militante antispéciste, également proche des milieux anarchistes. Tu as commencé à te politiser lors des Nuits debout durant les mouvements citoyens contre la loi travail en 2016 et tu as depuis participé à plusieurs actions collectives contre la chasse à courre par exemple. Partisante de l'action directe, c'est le mode de contestation politique que tu privilégies dans ton militantisme et tu es aujourd'hui avec nous pour défendre les arguments pour le recours à l'action directe offensive dans la lutte antispéciste et dans le contexte actuel. Rodolphe, toi tu es enseignant-chercheur en sciences humaines et engagé dans l'antispécisme depuis 2016 également. L'avènement de la libération des autres animaux, toi tu l'imagines au travers d'actions de sensibilisation dans les écoles, dans les universités et dans les entreprises, ainsi que par la création de ce que tu appelles une contre-société végane. Tu considères les lobbies spécistes comme étant particulièrement puissants, trop semble-t-il pour être attaqués et battus frontalement, et tu es donc avec nous aujourd'hui pour défendre les arguments contre l'usage de l'action directe offensive dans la lutte antispéciste et dans le contexte actuel. Vous allez disposer chacune et chacun de 40 minutes réparties équitablement pour développer votre point de vue. Nous rappelons que toute position défendue aujourd'hui durant ce débat n'a pas vocation à être figée. Les avis des participantes et participants sont susceptibles d'évoluer, que ce soit pendant le débat lui-même ou à l'avenir. Et du coup, pour choisir la personne qui va commencer, on va tirer à pile ou face. Donc Lucie, toi tu es pile, Rodolphe tu es face. C'est pile. Ok, alors déjà on va peut-être recontextualiser ce dont on parle. Quand je dis que je défends l'action directe et l'action directe offensive, en fait l'action directe ça regroupe des actions que de la part d'un groupe ou d'un individu que l'on ne délègue pas à un représentant ou à un intermédiaire ou à un bureaucrate ou peu importe. Ça peut être légal ou illégal, ça peut être violent ou non violent. Donc en fait, l'action directe, c'est juste agir par ses propres moyens sans déléguer. Et en ça, je défends cette action parce que je ne crois pas à la récupération politique qui vise systématiquement à faire taire un groupe d'individus qui a des revendications. C'est pourquoi je pense qu'il est nécessaire qu'aujourd'hui on fasse de l'action directe dans l'antispécisme. Et je comprends les motivations des personnes qui ont caillassé des boucheries et je pense que ça s'inclut dans une stratégie. Et c'est pour ça que j'ai vu le fait que tu te désolidarisais officiellement de ces actions-là et j'aimerais te demander pourquoi. Alors juste pour repréciser, je me désolidarise pas totalement des actions qui ont été menées contre le caillassage des boucheries. Je dis que ça a une utilité d'un point de vue tactique, c'est-à-dire qu'effectivement ça permet de médiatiser la cause. Donc on n'a jamais autant parlé de la cause animale et du véganisme depuis qu'il y a eu le cassage des boucheries. Par contre, je considère, donc ça revient un peu à mon postulat de base, que je pense pas que d'un point de vue stratégique, de systématiser l'usage de la violence, ça nous permette d'atteindre finalement la libération animale. C'est-à-dire que mon postulat de base, c'est de dire que le lobby carniste, il est bien trop puissant, et nous, on est pour l'instant trop faible d'un point de vue numérique pour espérer l'abattre par cet intermédiaire-là. L'État, on l'a bien vu avec l'affaire de Thierry Coste, est quand même pieds et poings liés avec le lobby carniste, avec le gouvernement Macron, et je pense qu'il est trop puissant en termes policiers, en termes juridiques, en termes militaires, pour être battu frontalement. Vous voyez, donc je pense qu'on partage la même finalité, mais la question, est-ce qu'on systématise la violence ou pas ? Comme ça a été dit au niveau de la présentation, moi je préconise plutôt à la manière que Gandhi a fait en Inde, où il a voulu l'indépendance de l'Inde alors que les Britanniques étaient entièrement contre lui et 100 fois plus puissants. Il a créé une contre-société pacifique, il a mis tous les Indiens de son côté, il a mis aussi une partie de l'opinion publique britannique de son côté, et au bout d'un moment donné, les Britanniques ont été obligés de lui donner l'indépendance. Oui, c'est un peu ma stratégie de fond, c'est de détruire par la douceur et pacifiquement le lobby carniste, puisque il est pour l'instant matériellement trop puissant. Après, je reconnais l'utilité de certaines actions directes, mais de temps en temps, vous voyez, pas systématiquement. Moi, je voudrais juste replacer dans le contexte que notre mouvement, il est quand même extrêmement non violent. Là, on parle de boucheries cassées. Il y a eu un abattoir incendié revendiqué. Au final, de toutes les actions qu'il y a eu, même du temps de la LF, il y a 30 ans, ça a toujours été des casses matérielles et du sabotage. Donc en fait, notre mouvement antispéciste, il est extrêmement non violent. On est face à une industrie
c'est redondant, mais une industrie vraiment très violente. Et d'ailleurs, on voit dans le traitement médiatique que c'est complètement différent, la façon dont c'est abordé. Je prendrai différents exemples, mais ne serait-ce que les manifestations d'éleveurs qui causent jusqu'à 4 millions de dégâts. C'est pas de la violence, c'est de la détresse dans les médias. La menace de Didier Giraud dans l'émission d'RMC qui va dire qu'il va y avoir des morts si jamais il y a des militants de Hearst Résistance qui s'interposent. Pas de problème, ça passe tout seul, de menaces de mort. Quand on se prend des projectiles en pleine tronche toute une nuit devant un abattoir pendant une veillée pacifique, encore une fois, ce n'est pas pris comme de la violence. Donc en fait, c'est juste un jeu médiatique parce que la façon dont c'est traité par les médias sera toujours à notre défaveur. Et là, on est dans un caillassage de boucherie. Donc une vitre, c'est quand même pas bien violent. Enfin, je veux dire, on est dans de la casse matérielle et c'est dire si notre société, elle est matérialiste, individualiste et capitaliste, parce que là, tout à coup, on considère comme sacré tout bien matériel et toute propriété. Donc en fait, ces caillassages de boucherie, ils répondent aussi à un déni de démocratie qu'on a eu quand ils ont balayé les amendements. Je pense que tu vois très bien de quoi je parle. Il y avait tous les abonnements en faveur des animaux qui ont été réclamés. Et ça a été balayé d'un revers, mais alors qu'on avait l'opinion publique avec nous. Donc quand l'outil démocratique ne fonctionne plus, il faut bien qu'il y ait une réponse en face et qu'on commence à entamer un bras de fer. Je dis pas que c'est la finalité, parce que tu dis que c'est systémique la violence. Je pense pas du tout que ce soit systémique, parce que là c'est vraiment épidermique. Au contraire, c'est ponctuel, c'est pas des faits qui vont se reproduire indéfiniment. C'est juste stratégique pour le moment et pour amener sur la scène publique l'antispécisme, parce que aussi on ne parle pas de véganisme. Là, les caillassages de boucherie ont pour la première fois amené sur la scène publique et le débat public l'antispécisme et non pas le véganisme. Véganisme qui, je crois, renforce l'idée de choix individuel, renforce l'idée de choix personnel et du coup nous fait passer forcément pour des extrémistes parce que ce sont des gens qui ont un choix personnel qui veulent imposer aux autres. Donc moi je pense que le fait de toujours parler de véganisme, ça renforce cette idée qu'on est des extrémistes, un peu comme les sans gluten qui voudraient imposer de ne pas manger de pain, quoi. Tu vois un peu l'idée. J'aborde plein de choses et effectivement Gandhi, il y a des choses à retenir, mais ça invisibilise aussi plein d'actes de violence. Enfin, je veux dire, Gandhi n'était pas que pacifiste. Le mouvement pour la libération des personnes racisées aux États-Unis, pareil, c'est Martin Luther King et Malcolm X. Je veux dire, je pense que ton mouvement, enfin, ce que tu défends et ce que je défends sont absolument complémentaires et nécessaires l'un et l'autre. Tout à fait. Oui. Bah, c'est bien de nuancer en fait en disant qu'effectivement il peut y avoir des complémentarités entre les deux modes d'action. Oui, moi à la limite je peux défendre la radicalité des actions offensives à partir du moment où en fait elles sont efficaces d'un point de vue stratégique. C'est-à-dire que comme je dis souvent, il y a eu l'exemple de l'abattoir qui a été incendié il y a quelques semaines de ça, des caillassages de boucherie, mais je pense qu'en fait c'est tellement ponctuel et c'est tellement en one shot que en fait ça a comme conséquence directe de nous discréditer. C'est-à-dire que je pense que notre finalité stratégique, c'est d'abîmer le lobby carniste. Alors comment on fait pour y arriver ? Si on avait, alors c'est une idée que j'avais exprimée dans les conversations Facebook ou dans les réseaux sociaux, si encore il y avait une attaque coordonnée sur des centaines voire des milliers d'abattoirs en une nuit. C'est-à-dire que si on avait suffisamment de militants qui en amont, radicaux, étaient capables de le faire. Là, on pourrait estimer qu'il y a une pertinence stratégique, parce que ça veut dire que durablement, quelque part, on ralentirait la chaîne de production, voire le lobby carniste en tant que tel. Mais là, c'est tellement ponctuel en one-shot que finalement, ça a pour conséquence deux choses. Déjà, je pense que ça nous discrédite au niveau de l'opinion publique. C'est-à-dire, quand bien même la cause est médiatisée, maintenant, on passe pour des enragés, des hystériques et des gens qui sont uniquement dans la violence. Et deux, ça a pour effet de justifier auprès de l'État, parce que je pense qu'un jour, on va en arriver à ça, c'est que le mouvement animaliste va être catégorisé comme organisation terroriste. C'est bien parce que tout à l'heure tu as parlé de l'ALF, le Front de Libération Animale américain, qui il me semble est considéré comme une organisation terroriste, c'est-à-dire qu'on donne l'occasion à l'État de justifier sa propre répression juridique qui est déjà préexistante à l'action. Donc je pense que après voilà, c'est-à-dire que je pense que la violence elle est utile stratégiquement,
Parce que moi, je suis jamais dans le débat en disant est-ce que c'est bon ou pas, est-ce que c'est moral ou pas. Je m'en fiche, est-ce que c'est efficace ou pas. Vous voyez, donc voilà, ça c'est important. Et la deuxième chose, c'est que je suis aussi d'accord avec toi en disant que on sait très bien que le monde politique, il est gangréné par les lobbyistes. On l'a vu aux États-Unis avec le droit au port d'armes, qui a jamais été amendé depuis 200 ans, alors qu'il y a le taux d'homicide le plus élevé. Avec Macron et Thierry Coste, où le droit de chasser, le droit de chasser a été réduit de moitié en termes financiers. Donc je pense pas qu'on va pouvoir obtenir des choses, parce que c'est pas parce que je suis modéré et contre la violence systématique que j'estime que la stratégie doit passer par la légalité ou le politique, parce qu'on n'obtiendra rien du pouvoir politique et donc de la démocratie, qui n'est pas une vraie démocratie, qui est une démocratie des lobbies. Donc il faut que nous-mêmes, on crée notre propre monde. J'aime bien quelque part cette idée de contre-société. Et tu as parlé de Martin Luther King et Malcolm X, eux l'avaient très bien compris. Ils savaient bien que l'État américain était racialiste et qu'en tant que Noirs américains, ils ne pourraient rien obtenir par l'État. Alors ils se sont organisés, leur structure financière, leurs moyens d'organisation, leur réseau de sociabilité, nos restaurants, nos chaînes de production. Et en fait, le but, c'est d'élargir notre contre-société pour que des centaines, des milliers, voire des millions de gens n'achètent plus de viande. Et on n'aura même pas besoin de la violence pour abattre le lobby carniste. Oui, c'est ça alors, peut-être, peut-être c'est utopique, mais je pense que stratégiquement, c'est la chose la plus utile. En ça, je suis pas du tout d'accord, parce que si on réfléchit vraiment en termes de stratégie et qu'on pense la conversion, la lutte en tant que conversion, c'est-à-dire avoir le maximum de véganes et tout ça, j'y crois absolument pas, parce que est-ce que y a d'autres luttes qui font ça ? Est-ce que on dit non mais vas-y, sois féministe, c'est vachement cool, tu vas voir, et puis en plus tu verras, c'est bon pour ta santé. Enfin non, on n'est pas en train de demander aux gens, allez s'il vous plaît, on n'est pas en train de quémander aux gens d'être antiraciste ou d'être antisexiste. On exige que la société devienne plus juste. Et pour le combat pour les animaux, c'est la même chose. Et en plus, même si on avait par exemple 80% de la société, allez, soyons fous, des gens qui sont véganes, j'y compte très 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 peu. D'une part, ça n'abolirait pas le spécisme, parce que finalement, c'est sur le terrain idéologique, je pense, qu'il faut lutter. Et puis, en fait, la seule autre institution qui fait de la conversion, c'est la religion. Tu vois ? Il n'y a aucune autre lutte qui demande ça. Et donc, si on avait 80% de véganes, ça ne changerait pas les institutions spécistes, en fait, d'après moi. Effectivement, oui, tu dis, imaginons-nous qu'on utilise cette stratégie de conversion et on généralise le véganisme à toute la société. Alors tu parles de 80%. C'est vrai que ça paraît peut-être utopique, mais je pense que c'est un objectif qui est réalisable à terme. Déjà, s'il y avait 80% de véganes, forcément, il y aurait moins de viande qui serait vendue et donc battue dans les abattoirs. Donc mécaniquement, la violence sur les animaux continuerait certes à exister, mais à un niveau infiniment moins important. Donc, alors après, tu parles effectivement d'utopie. Moi, en ce moment, je m'intéresse beaucoup aux grands mouvements révolutionnaires qui ont réussi à prendre le pouvoir. Et la référence en termes de mouvements insurrectionnels qui ont pris le pouvoir, c'est les communistes de Mao Tse-tung. Et ils ont combattu pendant 25 ans. Ils étaient un groupe ultra minoritaire. Ils étaient à peine quelques centaines. Et ils ont réussi, après 25 ans de guerre civile, de propagande auprès de la population, d'affrontement auprès de l'État. Oui, mais la différence, c'est qu'ils ont combattu l'État uniquement dans les dernières années de leur combat. Ils ont passé près de 20 ou 22 ans à faire de la propagande auprès de la population pour les convaincre de l'utilité de leur cause, en leur disant non, si les communistes prennent le pouvoir, tout le monde aura des terres. Donc les gens au début qui étaient sceptiques, ils étaient sceptiques, ils ont même rejeté les propagandistes. Et puis finalement, ils sont parvenus à adhérer à leur idéologie. Et en parallèle de cette propagande, ils se sont constitués une armée suffisamment puissante pour lancer l'offensive les 2 dernières années de leur combat. D'où la fameuse phrase, je pense qu'on doit l'appliquer, de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Et c'est ce que Mao a dit. Donc je pense que ce que je reproche parfois aux organisations qui utilisent la violence de manière stratégique, c'est qu'ils nient le côté propagande. C'est-à-dire qu'il faut faire de la propagande pendant des années, se constituer entre guillemets une armée derrière nous, et là peut-être lancer des attaques coordonnées sur des centaines voire des milliers d'abattoirs. Et là il y aura une utilité stratégique. Donc vous voyez, vous êtes dans l'action directe sans réfléchir au fond à la conviction de toute la société. Vous voyez, c'est pour ça que
c'est intéressant que tu parles de complémentarité entre la modération et la radicalité. Vous voyez, c'est ça faut toujours s'appuyer sur les exemples historiques. À l'inverse, par exemple, si j'utilise ce que le FLN a fait pendant la guerre d'Algérie, ils n'ont jamais fait de propagande auprès de la population. Ils étaient dans la confrontation contre l'État français, ils ont fini par être détruits. Ils n'avaient pas la population de leur côté. Vous voyez, ils étaient dans l'action directe uniquement. Donc là, c'était pas assez complémentaire, je pense. Voilà. Mais est-ce que on n'est pas déjà dans cette pédagogie qu'on l'a déjà amorcée? Je veux dire, tout le mouvement vegan je parle du mouvement vegan plus spécifiquement, se concentre sur la pédagogie, la conversion. Est-ce que c'est pas justement une perte de temps plutôt que d'amener un débat public et d'emmancher un vrai bras de fer? Parce que, en fait, tant qu'on n'est pas dans un bras de fer avec l'État ou qu'on ne crée pas un trouble ou un moyen de pression, bah en fait, pourquoi l'État ferait quelque chose pour les animaux? Pourquoi est-ce qu'on commencerait à être considéré? Si nous, on est inoffensif et qu'on est en face à juste dire... mangez vegan, vous verrez, c'est bon, ça sera bon pour votre santé. Je veux dire, on est complètement niais, on est même ridiculisé. Et d'ailleurs, on n'est pas considéré parce qu'on est vu comme un mode de vie. Et j'appuie vraiment là-dessus parce que je pense vraiment que ça nous dessert. Et puis attends, parce que tu as dit plein de trucs, alors je réfléchis à toutes les idées qui me sont venues. Oui, je sais pas si tu connais l'article dans les cahiers antispécistes qui s'appelle Abolitionnisme versus réformisme, où c'est un article de Martin Baluch, je ne sais pas le prononcer correctement. C'est un militant antispéciste autrichien qui explique comment, par des moyens de pression et pas par de la sensibilisation, ils ont réussi à faire tomber par exemple les cirques avec animaux et les cages des poules pondeuses. Et en fait, il explique qu'au lieu de perdre du temps à demander aux gens de boycotter les cirques, ils ont fait des actions de manifestation devant les cirques, de moyens de pression, de harcèlement sur les circassiens et sur les personnes qui avaient du pouvoir. Et en fait, ils ont réussi à faire tomber les cirques sans prendre le temps de demander aux gens de boycotter. Je veux dire, le boycott, tout le monde aujourd'hui boycotte la corrida, c'est pas pour ça qu'elle est terminée. Et si on reste inoffensif, l'État ne prendra aucune mesure. Je pense vraiment que c'est absolument nécessaire qu'on commence à faire de l'offensif. Oui. T'en penses quoi? Oui. Par exemple, quand tu dis que rien ne peut arriver par l'État, par exemple dans le cas de la Catalogne a interdit par exemple la corrida au niveau de sa région. Il y a eu tout un mouvement de fond qui a été mis en place par les organisations animalistes, avec des manifestations, avec de la sensibilisation au niveau des médias. Alors après, effectivement, tu parles de harcèlement. Moi, je considère pas que le harcèlement, ce soit une action directe ou offensive. C'est vraiment comment on l'a défini. L'action... Oui, c'est-à-dire que à la limite, je suis pas contre le harcèlement. Moi-même, j'ai déjà fait des actions devant des cirques et on a été victime de la violence des circassiens. L'illégalité, ce serait par exemple de rentrer à l'intérieur d'un cirque et de libérer un animal sauvage pour ensuite utopiquement penser qu'on puisse le mettre ailleurs. Vous voyez, c'est ça le cadre. Alors après, juste par rapport à ce que tu disais oui, effectivement, il y a une médiatisation du féminisme et c'est pas pour ça que les gens sont plus féministes. Je pense un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on parle quand même, je pense que les jeunes générations qui vont arriver, à force d'être entre guillemets imprégnées... Des luttes passées, hein. Ouais, on reconnaît... Je parlais de la corrida pour le fait qu'on boycotte, mais ça c'est pas forcément aboli. Par exemple, il y a quand même de plus en plus de gens qui sont féministes et il y a personne qui les contraint violemment à être féministes. Ça veut dire que d'où l'efficacité de la stratégie médiatique. On en a vu avec l'affaire Weinstein, avec MeToo, avec la campagne Balance ton porc. Et du coup, juste pour finir sur ce que tu disais oui, effectivement, on peut obliger ou influencer l'État à adopter des lois par des actions violentes. Donc moi, je pose une question de fond. C'est quelle a été l'utilité stratégique d'avoir cassé des vitrines de boucherie ou d'avoir incendié un abattoir? Ça a médiatisé la cause, certes, mais est-ce que l'État, finalement, a adopté des lois pour autoriser les caméras à l'intérieur des abattoirs? Finalement, ça a été, je pense, l'inverse. Ça a donné la justification pour l'État pour abattre sa chape de plomb sur chose qu'il n'aurait pas pu faire si les actions n'avaient pas été violentes. Oui. Et juste, je vais finir sur une chose. Je pense que moi, ma stratégie, c'est celle que je préconise, c'est de créer une contre-société qui fait qu'on va se mettre la population de notre côté, donc ça demandera beaucoup de temps, et en parallèle, recruter suffisamment de militants, qui soient peut-être sur des milliers de militants, qui soient capables, un jour, en une nuit, de lancer des attaques coordonnées d'abattoirs. Oui, c'est pour ça, moi, j'exclus pas les autres, mais je pense que la violence doit venir
au bout du processus, vous voyez. Qu'est-ce que ça a apporté, le caillassage du boucherie ? Alors oui, effectivement, c'était là, il y a quelques semaines, quelques mois, qu'il y a des boucheries qui ont été cassées. Ça n'a pas amené une loi, parce que c'est des choses qui prennent du temps, mais ça a eu le mérite d'amener sur la scène publique le sujet de l'antispécisme. Je pense notamment à toutes les émissions. Moi, j'ai personnellement jamais vu autant d'émissions parler d'antispécisme. Et il y a quelqu'un qui a fait très bien le boulot pour recadrer le débat, parce que le but d'une action offensive, c'est que le jour où on vient nous demander de nous justifier, c'est de recadrer sur les raisons qui nous poussent à faire ça. Chose que un militant qui s'appelle Vincent a très bien fait sur un plateau télé, où on lui a demandé pour le faire le buzz, on lui a dit d'être confronté à un boucher, et il a ramené un porcelet mort sur le plateau. Et il a mis les gens face à leurs propres contradictions. Et en ça, il a du coup immédiatement recentré le débat sur les raisons qui nous poussent à faire ça. C'est pour ça que se désolidariser de ces actes sous prétexte qu'on veut paraître bien, pour que la cause soit vendeuse et tout ça, du coup ça nous affaiblit, parce qu'on fait le jeu des spécistes. Alors si jamais on n'est pas forcément certain de l'efficience des actions directes, au moins on reste neutre, mais on se désolidarise pas, parce que c'est un peu comme les autres mouvements. C'est jouer le jeu des médias, en fait. Ça me fait penser au mouvement pendant la loi travail, où ils ont essayé de diviser les cortèges en disant il y a les casseurs et les syndicalistes. Non. D'ailleurs, il y avait des slogans qui disaient nous sommes tous des casseurs. Le terme casseur, c'était un terme médiatique. Pareil pour les cheminots, quand ils ont fait les grèves, on les traitait de preneurs d'otages. Non, c'est des gens qui luttent pour leurs droits. À chaque fois, il faut recadrer le débat sur les raisons qui nous mènent à la radicalité, parce que là, personne ne vient à la violence par fétichisme, enfin, dans notre mouvement, du moins, j'ai le sentiment, par fétichisme de la violence. On y vient parce qu'on est contraint, parce que notre cause, elle est complètement niée, parce que les animaux sont complètement ignorés, et c'est une contrainte, en fait. Et je sais plus ce que tu disais, mais j'ai eu plein d'idées en même temps. Ouais, c'est-à-dire, la question, c'est l'utilité stratégique de la violence, en fait. Ça peut être une victoire tactique parce que ça médiatise, mais à terme, en fait, ça crée une chape de plomb sur nous, en fait. Ça donne l'occasion à l'État de nous imposer des lois liberticides, ce qu'il est en train de faire. Mais tu sais, en fait, ça, c'est déjà en place depuis un moment. Enfin, là, par exemple, au sommet de l'élevage avec Earth Resistance, on est pacifiste. On a déjà 2 hélicoptères au-dessus de la tête pendant un contre-sommet, avec 10 000 € d'amende par personne et par effraction en cas de toute tentative de gêne ou de blocage du sommet de l'élevage. Donc en fait, la répression, elle est déjà là pour les personnes qui sont révolutionnaires. Et c'est juste que, bien sûr, quand on est végane et qu'on est juste végane et qu'on a un militantisme légal, bien sûr qu'on n'imaginera pas la répression qu'il y a derrière. Mais je veux dire, la chape de plomb, elle est déjà sur les personnes concernés. Et tu parles de synchroniser les actions. Moi, je suis totalement d'accord. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a eu des boucheries et qui ont été pétées un peu partout. Et je pense que justement, ça répond à une coordination nationale, même interne, enfin européenne, parce qu'en Suisse, je sais pas si tu as vu l'article des médias suisses, parce qu'à Genève, il y a eu des boucheries cassées également. Sauf que là, les médias ont fait leur travail et ils ont une rigueur journalistique un peu plus avancée que chez nous. Et ils ont fait un article en interviewant une personne qui expliquait les raisons du cassage de boucherie. Et là, tout à coup, on parlait vraiment d'antispécisme, on parlait vraiment de la cause, des luttes, alors que chez nous, bon, voilà, on voit bien le travail médiatique qui est fait. Et vas-y, je t'en prie. Non mais voilà, je pense qu'il y a une question de fond aussi à poser, c'est moi je m'intéresse beaucoup à ça, c'est le niveau de puissance de l'État comparativement en fait au mouvement vegan. C'est-à-dire qu'est-ce qui définit un État souverain, c'est le droit de formuler la loi, de pouvoir l'appliquer par ses forces de l'ordre, d'avoir une idéologie de son côté, d'avoir un territoire, une armée, une représentation diplomatique. Or, en fait, tous ces critères de puissance, nous, on les a pas. On a une idéologie alternative, c'est-à-dire le mouvement vegan. On n'a pas de police, on n'a pas d'armée, on n'a pas de représentants au niveau du système juridique, on n'a pas de représentation diplomatique. Alors, je sais pas exactement le nombre de véganes en France, ça doit être de l'ordre de 0,5 ou 1% de la population, et encore... Je sais pas si c'est vegan ou végétarien. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ça une fois, parce que je pense que si on fait des actions directes par ce différentiel de rapport de force, on aura effectivement du buzz médiatique. T'as tout à fait raison de le dire. On a vu Vincent Aubry qui est passé, on a vu Solveig qui est passé dans les médias, on a vu Alexandra Blanc. Alors Alexandra Blanc c'est de Vegan Impact, donc elle est pas dans une stratégie de violence, mais ce qu'il faudrait aussi utiliser, et je pense que ça c'est un élément qui nous manque aussi au niveau de la cause animale, c'est que quand on passe dans les médias, être plus performant, vous voyez, c'est-à-dire on parle performativité du langage, et ça c'est ce qu'on appelle la stratégie
stratégie de l'entrisme, c'est-à-dire en fait infiltrer l'ennemi pour en fait distiller notre idéologie végane. Et je pense que moi, étant militant de justement de Vegan Impact, voilà, pardon, antispéciste, excuse-moi, oui, lapsus, c'est-à-dire que avec Vegan Impact, notre stratégie, comme on l'a expliqué au niveau de la présentation, c'est en fait d'imprégner les médias, les radios, les universités et les entreprises, c'est-à-dire infiltrer le lobby carniste et distiller nos idées. Et là, je sais pas, Alexandra est passée par exemple chez Hanouna, Vincent est passé chez Hanouna, Alexandra est passée chez Morandini, moi je suis passé récemment à RT France ou dans le Parisien. Donc quelque part, on a distillé dans la tête des futurs des consommateurs de viande, cette idée que manger de la viande et du poisson, et même des œufs ou de la viande, était une monstruosité. Donc là, je pense que on contribue aussi à finalement créer cette fameuse contre-société. Voilà, moi, c'est l'axe de mes recherches et de ma stratégie. Et je pense que, vous voyez, dans le cas des boucheries qui ont été abattues, il y a eu du cassage effectivement matériel, mais ça n'a pas été accompagné d'une véritable performance médiatique dans les médias. Ça s'est dit. Il y a des gens qui sont passés dans les médias qui étaient trop émotionnels, pas assez convaincants. Je pense que le media training, ça reste quelque chose. Mais là, on rentre aussi dans le. Parce que là aussi, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ? Parce que Boucherie Abolition a fait effectivement, c'est solidarisé du cassage de boucheries, et pourtant, ils passent dans les médias. Donc ils se veulent contre la société, mais ils passent dans leurs médias, qui sont les médias officiels. Donc voilà, est-ce que là aussi, quand on est radical, on se met tout à fait en marge, et finalement on refuse d'intégrer le système. Oui, c'est pas... Pardon, mais casser des boucheries, ça veut pas dire être contre la société, hein. C'est une stratégie. C'est être contre le spécisme, mais ça veut pas dire qu'on est contre la société, qu'on est un marginal et qu'on est isolé de... La société carniste, c'est ça, oui. Le lobby, le oui, système. Mais on peut juste voir ça comme un élément. Moi, je suis pour le cassage des boucheries, et pourtant, je suis pour aussi qu'on soit dans les médias. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout incompatible, peut juste être vu comme un outil pour amener à un débat public. Bah, Et là, je pense que dans ce cas-là, je suis assez d'accord au niveau de l'utilité de, comment dirais-je, entre guillemets stratégique de la radicalité des actions offensives. C'est qu'on est quand même dans une société médiatique qui est fondée sur le spectacle, sur la communication et sur le buzz. Et effectivement, quand on mène des actions offensives ou directes, c'est la seule façon peut-être d'être invité dans les médias. C'est pour ça que moi, comment dirais-je, à mon niveau, j'essaye de faire en sorte de passer dans les médias. Pas par le prisme de la violence et de l'action directe, mais uniquement sur la philosophie antispéciste. Et je pense que ça peut avoir autant d'utilité. On peut passer dans les médias par ce biais-là. Vous voyez, on n'a pas besoin de passer par le cassage de boucherie. Le résultat sera encore meilleur. Mais en fait, vous ne passerez pas dans les médias s'il n'y a pas des actions offensives, en fait. Regardez, vous avez eu le micro. Mais là, c'était quand vous avez eu le micro pour parler, je sais plus, c'était quoi, au Parisien ? Voilà. C'était l'occasion de recadrer sur les raisons qui font qu'on en arrive à là, et quel déni démocratique il y a eu sur les amendements pour les droits des animaux. C'était l'occasion justement de rester neutre et de ne pas se désolidariser. Je veux dire, L214 fait ça très bien, où ils prennent pas à partir à ce moment-là. Aymeric Caron a pris la parole, où il a expliqué, pareil, il s'est pas désolidarisé, il a expliqué pourquoi les personnes en viennent à ça, et pourquoi c'est compréhensible, et quelles idées ils défendent. Du coup, quand on a le micro, on a la responsabilité pour les animaux de recadrer sur les raisons de notre militantisme, qu'on soit sûr ou pas. Moi, je suis pas sûre, personnellement, que la stratégie de conversion, ce soit vraiment très utile et efficient. Je pense que vous créez un terrain qui fait que l'opinion est plus réceptive pour entendre nos idées révolutionnaires, mais que la stratégie de conversion n'est absolument pas révolutionnaire, et que c'est complètement individuel, et que ça entretient l'idée de choix personnel. Du coup, je pense que vous êtes nécessaire d'une certaine façon, mais je vais pas me désolidariser officiellement, parce que j'ai pas envie de faire perdre des forces au mouvement, et parce que j'ai pas la science infuse, et vous non plus, et que personne ne peut savoir quels effets ça aura. Là, par exemple, les cassages de boucheries et tout ça, on peut pas savoir quels effets ça aura. En tout cas, il y a un mouvement qui se crée, et effectivement, il y a une scission dans le mouvement antispéciste en France, où il y a d'un côté les modérés, d'un autre côté les radicaux. Moi, je pense vraiment qu'on doit prendre la mesure du fait qu'on est totalement complémentaires. Ouais.
Juste, je rebondis sur ce que tu dis, et c'est vrai que c'est une chose qui n'a pas été évoquée suite au cassage de boucherie, et c'est une chose que moi j'ai constaté au niveau de mes études personnelles et de mes recherches, c'est ce qu'on appelle les attentats dits sous faux drapeau. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est quand vous avez des services de l'ordre ou des services de police qui utilisent leurs propres services pour en fait mener des actions violentes et pour accuser leurs ennemis. Et effectivement, la question qui m'a tout de suite interpellé quand j'ai entendu parler de ce cassage des boucheries, c'est est-ce que c'est des militants véganes qui l'ont fait, ou est-ce que peut-être en amont, c'est les propres forces de l'ordre qui ont envoyé leurs services et qui ont cassé, parce il n'y a eu aucune revendication au niveau de ce cassage de boucherie. On a dit boucherie abolition, on a dit 269 LA, mais qu'est-ce qui nous dit en fait que c'est pas lui-même qui a organisé ce genre d'attentat, bien qu'on ne sache pas. Et peut-être qu'ils ont fait ça pour justifier, quelque part, et leur chape de plomb juridique contre nous. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'aussi, si on systématise la violence comme une stratégie, on encourage aussi peut-être les forces de l'ordre à mener ce genre d'attentat sous faux drapeau. L'incendie de la boucherie, moi c'est ce que j'ai dit quand j'étais passé dans le Parisien, j'ai dit pour l'instant la justice n'est pas prononcée pour savoir qui sont les coupables, on ne cautionne pas stratégiquement, mais vous voyez que là aussi peut-être on donne, on tend un cadeau à l'État en disant voilà c'est des extrémistes, on va mener des attentats sous faux drapeau puisqu'on est déjà dans une dynamique de violence. Vous voyez, on doit, méfions-nous aussi de ça, hein. Mais ça, c'est le processus dans tous les mouvements d'émancipation et de libération. On est d'abord raillé, après, vous connaissez très bien cette expression qui dit qu'on est d'abord, ils rient de nous, ensuite ils nous combattent et enfin on gagne. Je veux dire, on est exactement dans ce processus-là, nous. Je veux dire, avant, c'est encore très récent, notre mouvement prend des différentes formes assez rapidement, il a vachement changé, mais... Avant, on n'était pas du tout considéré. Moi, quand je disais que j'étais végane ou antispéciste, on me prenait pour une allumée, on riait de moi. Aujourd'hui, on me traite de terroriste. Je suis plutôt flattée, en fait, d'être considérée. Même si, de mon point de vue, c'est pas une question de terrorisme. Hein, c'est toujours... c'est une figure de style pour nier le combat de l'autre. En fait, il y a un truc que je dis toujours, par exemple, je vois dans les manifestations que j'ai fait pendant la loi travail et après... Soit on fait une manif syndicale avec des mojitos, des merguez, parce que tout le monde n'est pas vegan bien sûr, des merguez et on défile sous les drapeaux et on est totalement niais. Les médias le soir même vont dire la mobilisation ne prend pas, il ne se passe rien, donc rien à signaler, l'État n'a rien à redouter. Soit il y a un black bloc avec un cortège de tête offensif, avec des personnes qui sont prêtes à en découdre et là ça va créer des débordements, ça va peut-être créer une contestation intéressante. Et en fait c'est ce que je disais pareil pour les cheminots, soit ils passent pour des preneurs d'otages, soit pour des syndicalistes qui servent à rien. Et pour les véganes, je pense que c'est pareil. Soit on est des idéalistes rêveurs, sensibles, qui rêvons d'un mode de vie pour tout le monde, soit on est des militants révolutionnaires. Et je pense que quand on est révolutionnaire, on fait pas du marketing en fait. Voilà. Je pense que donc... Non mais juste parce que je vais vas-y, je t'en prie. Il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord. Effectivement, là, tu parles de l'utilité stratégique des manifestations. Alors moi j'avoue au début quand j'ai commencé mon engagement dans la cause animale, j'allais à beaucoup de happenings, beaucoup de manifestations. Peut-être que c'est l'effet de l'engagement, il y a une espèce de spontanéité quand on vient de s'engager. On va dans toutes les actions, pourvu qu'on aille dans des actions, on fait du bougisme. Et effectivement, je me suis posé la question, mais quelle est l'utilité de ces manifestations ? Effectivement, on a parlé de la Veggie Pride, on a parlé du Veggie World, on a parlé du côté festif. Je suis d'accord avec toi, la cause animale, c'est pas un divertissement, c'est un combat. Hein, donc ça c'est vraiment, ça doit limite être un deuxième travail, ou alors un travail en tant que tel si finalement si on connaît une période de chômage. Après l'utilité stratégique, t'as raison, les traitements médiatiques des manifestations, la loi travail, ça n'a pas empêché finalement que la loi travail, les manifestations contre la loi travail, ça n'a pas empêché qu'elle soit passée. Il y a régulièrement la marche pour les abattoirs, la Veggie Pride, ça change pas grand chose. Donc effectivement, mais par contre, et moi c'est vraiment j'insiste sur cet effet de masse, sur ce fameux effet de masse qui a permis au grand mouvement révolutionnaire de gagner. Si les manifestations ne sont utiles que quand elles parviennent à générer des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de gens. En 95, quand il y a eu la loi Juppé pour libéraliser le transport public, elle a été annulée à cause de ça. Quand en 2006, il y a eu près d'1 million d'étudiants qui ont défilé dans les rues, le CPE de Villepin a été annulé. L'ennui, c'est que, t'as raison, je sais pas, on est combien à chaque manifestation ? On doit être autour de 5-6 000, je crois qu'à la manifestation contre les abattoirs, 5-6 000. Ça passe dans BFM, dans CNews,
je sais pas quoi, mais le lendemain, le lobby carniste continue. Mais moi, cet effet de masse, je le répète encore, et les mouvements radicaux devraient s'intéresser à ça, c'est faire tout un travail de fond pour pendant des années, dans l'ombre, dans la discrétion absolue, sans passer par les réseaux sociaux, se constituer une espèce d'armée de militants qui soit capable d'engager le combat un jour. Vous voyez. Et ça, regardez, alors, il ne s'agit pas de comparaison, n'est pas raison, mais il ne s'agit pas de nous comparer effectivement à l'État islamiste, mais moi, pour m'être intéressé à ça, de 2006 à 2014, on n'a pas une seule fois entendu l'État islamique faire des attentats terroristes. Et en juin 2014, ils ont lancé l'offensive, ils ont pris le pouvoir. Alors évidemment, mais vous voyez, en termes d'utilité stratégique, ils ont compris ça. Ça a été pareil avec les communistes de Mao, avec le Viet Minh en Indochine. Vous voyez, c'est-à-dire que moi j'ai parfois l'impression, alors peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi, qu'on a une telle colère vis-à-vis de ce qui se passe vis-à-vis des animaux que quand on casse ou même quand on fait des happenings ou autre, c'est pour se décharger de notre colère. Mais ça reste du bougisme. Vous voyez, c'est ça, la violence, oui, mais quand elle est massive, vous voyez, sinon, si elle est ponctuelle, elle n'a pas une utilité stratégique. Oui. T'es plus radical que moi, des fois, en fait. Tu vas venir, hein, je vais t'inviter sur les actions directes. Si on est beaucoup, oui. Il n'y a pas besoin qu'on soit beaucoup. Il y a besoin qu'on soit révolutionnaire et qu'on soit surtout dans une rigueur intellectuelle et dans l'action. Parce que justement, il y a une espèce de léthargie latente où on va faire... Pour moi, le bougisme, c'est faire des tout petits pas, des tracts, de la sensibilisation très ponctuelle. Enfin, je trouve que c'est dommage parce qu'on y perd beaucoup d'énergie, que c'est chronophage et que c'est de l'énergie qu'on pourrait mettre ailleurs dans des actions collectives, dans du réformisme. Mais bon, soit. Et puis tu sais, moi il y a un truc que je fais depuis que j'ai commencé à Nuit debout. J'ai eu la chance de me politiser. Moi, j'étais pas du tout politisée avant. Et quand j'ai commencé avec une commission antispéciste, avec plein d'antispécistes, on était tous pacifistes, on était tous citoyennistes et tout ça. Puis quand on a vu que nos idéaux et notre volonté se heurtaient à la violence répressive, parce que en fait, tu sais, la chape de plomb dont tu me parles, t'as vraiment pas besoin d'être trop subversif pour l'avoir. Hein. Moi, j'ai été défigurée par une grenade de CRS alors que j'étais avec des pancartes pour les animaux. Enfin, je sais pas si t'imagines, mais de nos jours, il y a vraiment pas besoin d'être trop subversif pour prendre la chape de plomb de la répression. Et du coup, je me suis politisée comme ça et ce que j'essaye de faire depuis maintenant 2 ans, c'est d'amener des personnes de l'extrême gauche et des personnes qui sont dans leur vision politique révolutionnaire à l'antispécisme. Parce que jusqu'ici, en fait, ils considéraient ça comme encore une histoire de choix personnel et de lubie. Et quand on parle par contre d'antispécisme et de vision politique et de stratégie, là tout de suite ça devient beaucoup plus audible pour ces personnes-là. Et je sais pas si tu te souviens, le 1er mai, il y a un McDo qui a pris feu là. Oui. Et c'était marqué stop. Ouais, ça c'était un troll, mais c'était rigolo. Mais il y a vraiment beaucoup d'antispécistes au sein du cortège de tête. Et j'étais tellement heureuse de voir ça. Je me suis dit, enfin, en fait, parce qu'on a vraiment besoin d'être convergents avec les autres luttes si on veut être considéré, nous aussi, comme une lutte politique à part entière. Et il y a un entrisme dans le véganisme et dans l'antispécisme, plus dans le véganisme, je trouve, où on est là, les animaux, tout ça. D'ailleurs, moi, je suis assez atterrée parce que la marche pour la fermeture des abattoirs, c'est un très bon événement, tout ça, mais il y a tellement pas de convergence. Et je trouve que ça nous dessert politiquement, parce que on n'est pas vu comme un combat politique. Ouais. C'est-à-dire que oui, tu parles de la manifestation contre les abattoirs. Alors, moi, j'ai rien contre parce que j'y étais d'ailleurs pour les deux dernières manifestations, mais c'est clair que ça manque de politisation. C'est-à-dire qu'on y va, bon, il y a le côté festif, le côté divertissement, le côté aussi peut-être instinct grégaire, parce que c'est une façon de communier entre nous et puis de retrouver une forme de solidarité. Mais je suis d'accord avec toi, si on veut générer cette fameuse contre-société et puis cette espèce d'armée de l'ombre capable de combattre ensemble, il faudra aussi élargir, parce qu'on va pas créer
une contre-société uniquement en disant qu'on veut la libération des animaux. C'est un paradigme qu'il faut revoir. Parce que le paradigme, tu parles de convergence des luttes. Il y a l'antispécisme, il y a le féminisme, il y a une forme de, ou un capitalisme, on va dire, plus humain et plus social, ou carrément un anticapitalisme, effectivement. Mais c'est-à-dire que si on veut créer une contre-société, faut aller au-delà et générer en fait plusieurs causes. Et on pourra pas y arriver si on politise pas notre action. Alors c'est soit se greffer à un parti politique préexistant, soit créer notre propre idéologie politique, ce qui me paraît quand même compliqué, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, et juste pour ce que tu revenais, peut-être que notre stratégie aura des limites de créer une contre-culture, parce que on passe de plus en plus dans les médias. Moi je suis passé à LCP, je suis passé dans le Parisien, je suis passé à RT France, on va bientôt passer dans M6. La question c'est peut-être qu'un jour l'État, à force de nous voir, va nous bloquer l'accès aux médias. Et là effectivement notre stratégie d'imprégner la société par nos idéaux va peut-être tomber en miettes. Et là on verra que le lobby carni s'attaque à nous. Et là peut-être notre stratégie changera, mais je crois qu'il faut être ce qu'on appelle dialectique. Faut en permanence modifier notre stratégie par rapport à la modification de la société. Et parfois ce que je reproche au monde animaliste, et moi c'est ce que j'essaye de faire à mon niveau avec notamment c'est ce que j'essaye de faire au niveau de Cétacé ou avec Earth Resistance ou avec Vegan Impact, c'est que chacun lise des bouquins de stratégie, qu'on échange des points de vue, parce qu'on toujours fait les mouvements révolutionnaires finalement. Et que là, parce que j'ai parfois l'impression, et ça renvoie à ce que tu disais dans la manifestation pour les abattoirs, et moi je l'ai fait pendant quasiment 1 an et demi, donc qui n'a jamais fauté, je ne dois pas jeter la pierre sur les autres, c'est qu'on fait des actions pour se défouler, mais à quoi on pense ? Moi quand j'avais subi la formation de désobéissance civile d'Earth Resistance, et c'est ce que les militants d'Earth Resistance m'ont dit, quand tu fais une action, quelle est ta stratégie globale? Et ça je pense qu'on doit tous se mettre ensemble pour réfléchir, sinon on retombe dans le mot que t'as employé le mot bougisme. Du bougisme. Mais non, mais je suis d'accord avec ça, et je pense qu'il y a, moi il y a 2 choses qui me font que j'essaye d'éviter et qui me font un peu flipper pour la cause militante. C'est la fétichisation de la violence, mais j'ai pas l'impression qu'on en soit là. Ça peut arriver dans le militantisme, je le vois dans d'autres luttes. Et le dogmatisme pacifique, parce que du coup, tu vois, je vois plein de gens qui disent non, mais le véganisme, il est non violent, nanana. C'est basé juste sur un principe non violent. Je trouve ça très dogmatique et basé justement pas sur une stratégie. Les bisounours. Ouais, ouais. En tout cas, j'aime pas mépriser les gens, mais là, il y a aucune réflexion stratégique derrière ça, derrière ce principe de non-violence. Et une autre chose que je voulais te dire par rapport, parce que je l'ai perdu, je l'ai repris là. Tu sais, tu parlais de conversion et tout ça. En ce moment, la France, on était au sommet de l'élevage avec Earth, et la France est en train de signer des contrats à l'international avec l'Iran, avec la Turquie, avec la Chine. Donc en fait, la consommation de viande baisse en France, mais la production augmente parce qu'on vend à l'étranger. Donc en fait, donc en fait, tu vois, c'est complètement traite, parce que même si on passe beaucoup de temps à convertir les gens en France, en fait, la production, elle va augmenter vraiment, tu vois. Donc, c'est plutôt dans le réformisme du mode d'élevage et des transports d'animaux et tout ça. D'ailleurs, Earth a une très bonne réflexion sur ce sujet-là. Je t'invite à en parler avec Émilie. Mais, ouais. Et c'est pour ça que je pense que la conversion ne suffira pas, en fait. C'est vrai que t'as tout à fait raison. J'ai lu dernièrement un article qui disait que la viande qu'on consommait en France venait principalement des pays d'Europe de l'Est. C'est-à-dire qu'en France, il y a une évolution de la législation pour, entre guillemets, humaniser les conditions d'abattage des animaux, mais c'est pas le cas dans les pays d'Europe de l'Est. Donc, et du coup, là, les cadences de production sont infernales, il n'y a pas le respect des règles environnementales. Bon, ça m'étonnerait que quand les animaux viennent de Roumanie en France, ils aient le temps de pause nécessaire. Donc effectivement, dans ce cas, ça suppose qu'il faut aussi internationaliser notre combat et créer des convergences avec des mouvements qui sont aussi à l'étranger, parce que si on arrive à obtenir des choses ici et qu'on exporte de la viande dans des pays qui n'ont aucune règle, alors l'exemple principal c'est quand même la Chine,
qui quand même, on sait qu'en Chine, désormais, ils vont atteindre les standards capitalistes de consommation. Il va y avoir une classe moyenne qui va vouloir consommer et qui vont faire ce que nous, ce qu'on essaie de déconstruire depuis 10-20 ans. Effectivement, ça doit. Mais vu qu'il n'y a pas de gouvernance globale, il n'y a pas de loi générale sur ça, la question qui est posée, c'est comment on fait en sorte de créer des contacts. Et peut-être que c'est ça aussi ce qui nous manque. On a beaucoup de champs quelque part à défricher. Voilà, convergence entre les causes et convergence avec des pays étrangers. Voilà, mais ça c'est. Oui. Non, mais je sais pas trop quoi dire de plus là-dessus parce que je suis d'accord avec ça et ça passe par le réformisme et pas par le consumérisme. Et tu parlais de capitalisme raisonné et tout ça. Très honnêtement, j'y crois très peu parce que dès qu'il y a une notion de profit, dès qu'il y a une notion d'objectisation, surtout sur les animaux. En fait, tant qu'on démantèle pas le spécisme, on peut pas démanteler le consumérisme avec lequel ils sont associés. Tu vois, tant qu'ils sont considérés comme des objets, il y aura toujours le capitalisme pour les rattraper. Donc, tu vois, ça va de pair. C'est pour ça qu'il faut vraiment lutter contre le spécisme et pas pour le véganisme. T'as raison, parce que peut-être que la libération animale, elle passe par une dimension anticapitaliste. Parce que qu'est-ce que c'est le capitalisme ? C'est en fait marchandiser toutes les espèces, c'est-à-dire des choses les plus usuelles comme les marchandises, aux choses les plus spirituelles comme les êtres humains ou les animaux. On l'a bien vu avec peut-être avec la PMA ou la GPA, certains annoncent la marchandisation de l'enfant, etc. Le capitalisme, c'est le consumérisme. La violence sur les animaux, c'est de réduire les animaux à des états de marchandises. Donc peut-être que notre idéologie derrière tout ça, c'est peut-être l'anticapitalisme. Parce que si on sort du capitalisme, on va plus considérer les choses comme des marchandises et on verra plus les animaux comme des objets de consommation. Dans ce cas, on est vraiment dans une dimension révolutionnaire dans ce cas-là. Hein. Mais je pense que justement, il faut en prendre la mesure, c'est que pour les animaux, on se doit d'être révolutionnaire et de changer de paradigme. On ne peut pas juste dire libération animale. Non, c'est une structure tellement complexe qu'il faut penser notre place dans le monde autrement, penser la place des animaux et notre rapport avec eux autrement. Et puis, de toute façon, là, on se heurte à des obligations très... Résistance, du coup. Yeah. Ouais. Non, mais on se heurte à des gens qui veulent pas changer ce monde-là, mais je pense qu'on y viendra dans tous les cas. L'autre fois, j'étais hallucinée de voir sur France Culture, j'écoutais une chronique et j'ai Jean-Michel Apathy qui disait dans 20-30 ans, on sera dans tous les cas, qu'on soit d'accord ou pas, pour des raisons de culture ou de tradition, dans tous les cas, on sera tous végétariens ou véganes. Je dis que Apathy, qui n'est pourtant pas du tout un allié objectif du véganisme et de l'antispécisme. Et je me suis dit, oui, en fait, dans tous les cas, on va y venir pour des raisons écologiques. Et c'est pour ça que nous, derrière, il faut vraiment qu'on fasse un travail contre le spécisme, parce que les raisons écologiques, on y sera, mais c'est le spécisme qui nous intéresse, là. Ça, c'est vrai que c'est un argument que moi, je peux pas entendre venant de commentateurs politiques qui, en général, ne connaissent pas beaucoup de choses à ce combat. C'est de dire, et ça, peut-être, c'est nous discréditer, c'est de dire, de toute façon, à cause des problèmes de l'environnement, étant donné que la consommation végétale génère moins des gaz à effet de serre, il n'y a pas besoin de combattre parce que de toute façon on deviendra tous véganes par la force des choses. Je pense que ça occulte le fait qu'il faut combattre et qu'il faut essayer de convertir les gens. On entend beaucoup de commentateurs qui nous disent, vous les véganes vous êtes extrémistes, alors modérés ou radicaux, parce que souvent, moi la dernière fois je suis passé à RTF et il y a un membre de la FNSEA qui me taxait d'extrémiste alors que j'étais modéré, parce qu'il estimait que tout simplement, vu que je mangeais plus d'animaux, j'étais déjà considéré comme extrémiste. Donc il faut qu'on... C'est la violence. Oui, mais c'est pour ça que quelqu'un qui est modéré comme moi, qui ne préconise pas la violence, mais qui veut la violence au bout du bout, par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, a aussi une forme d'extrémisme dans son mode de consommation. Oui, et c'est-à-dire que je pense qu'il faut se méfier, et là tu as tout à fait raison d'en parler, de la dépolitisation du monde animaliste. C'est-à-dire que si on est contre la consommation d'animaux, il faut aussi réfléchir sur qu'est-ce que le capitalisme, qu'est-ce que la matérialisation de la société. Il faut aller à des meetings politiques, il faut se documenter. C'est-à-dire qu'il faut faire un travail soi-même, et faire un travail soi-même de fond, c'est considérer que être pour la libération animale, c'est un combat, c'est pas un divertissement. Vous voyez, c'est ça donc c'est le niveau de discipline de quelque part de nos troupes aussi, parce que je pense que il faut employer parfois une métaphore militaire pour être efficace. Alors moi, pour finir,
J'espère que la prochaine fois qu'on te tendra un micro, tu te désolidariseras pas ou que tu resteras neutre. Parce que je ne sais pas si tu as lu le témoignage de la personne qui a été arrêtée à Lille par les forces de l'ordre où elle a eu une perquisition. Son témoignage est glaçant. Oui. Et du coup, ces personnes-là vont vivre une répression. Je ne sais pas si c'est elle ou pas. Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas qui sont ces personnes. Mais j'ai lu le témoignage de cette perquisition et ça m'a glacé le sang. Et en fait, ces personnes-là prennent beaucoup de risques. Et personne ne sait où ça nous mènera, mais dans tous les cas, si jamais on joue le jeu des spécistes en se désolidarisant et en renforçant une séparation dans notre mouvement, ça nous fragilise. Donc, moi, je voudrais, au passage d'ailleurs, si jamais il y a des personnes qui me regardent, je voudrais remercier les personnes qui ont fait ça, qui ont fait du vandalisme, parce qu'elles prennent vraiment beaucoup de risques et que elles ont un courage que beaucoup n'ont pas. Voilà. Donc au passage, je les remercie. Alors moi, je me désolidarise de ce qui s'est passé dans les boucheries par rapport à un point de vue stratégique, mais je reconnais le courage de ces personnes-là, parce que peut-être que dans quelques années, quand on lancera cette fameuse attaque coordonnée, peut-être qu'on se souviendra de ces gens qui ont lancé l'offensive initiale, mais moi je considère que d'avoir fait ça, c'est peut-être de s'être sacrifié pour des résultats qui vont finalement être minimales. Donc j'ai beaucoup de respect pour eux, mais ce qui m'intéresse, c'est la stratégie. Vous voyez, toujours, faut être assez froid et être dépassionné quand on parle de ça. Excuse-moi, je suis obligée de répondre même si on a terminé, mais ça rentre dans une stratégie. Ça, je te montrerai tous les articles sur le réformisme et l'abolitionnisme, mais ces personnes-là, c'est pas l'énergie du désespoir, c'est pas du bougisme ou juste du fait de la fétichisation de la violence. C'est une stratégie et c'est réfléchi. Pour conclure, par rapport à tous les arguments que j'ai entendus, je reste quand même sur ma ligne que faut quand même 2 piliers avant d'utiliser la violence, c'est-à-dire coordonner des actions violentes et puis qui viennent faire aboutir le fait de créer une contre-société. Après, ces arguments, je les entends. Tu m'as indiqué des choses à lire, moi je dis toujours qu'une stratégie elle doit pas être fixée mais elle doit être dialectique, c'est-à-dire qu'elle doit bouger. Donc j'entends ce que tu dis, je vais lire ce que tu m'as recommandé et je vais essayer peut-être de modifier mon point de vue stratégique sur ça, mais je reste persuadé que finalement on n'est pas assez puissant pour l'instant pour abattre frontalement le système. Donc faisons en sorte d'avoir plus d'effectifs au sein de nos troupes, faisons en sorte de répandre notre idéologie et après on parlera de coordination et d'efficacité. Dépêchons-nous alors.